Donc je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on sait des prédispositions héréditaires au cancer du sein, des facteurs de risque et autres. Alors, en fait, la question de pourquoi j'ai un cancer du sein, elle peut être, est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire, est-ce que c'est quelque chose de familial? Et parfois, se poser la question, c'est simplement chercher une explication, en fait, au cancer. Mais c'est aussi permettre d'être surveillé ensuite de façon adaptée, en particulier s'il y a des risques d'autres cancers derrière. Et souvent, il y a une question qui revient assez vite, c'est quel est le risque pour les autres personnes de ma famille, pour mes filles, pour mes sœurs, etc. Alors c'est principalement de ça dont je vais vous parler, même si parfois, maintenant, de plus en plus, il y a eu des progrès, on vient de le dire, dans les thérapies, et ça peut aussi permettre d'adapter les traitements. Mais ça, je ne vais pas en parler plus en détail aujourd'hui. Alors, quand est-ce qu'on suspecte qu'un cancer soit d'origine génétique? Parce que le cancer du sein, c'est quand même un cancer extrêmement fréquent, donc on peut en avoir 2 dans la même famille sans que ce soit forcément héréditaire. Alors, il y a l'âge auquel il arrive. Donc, s'il arrive à un âge inhabituellement jeune, ou alors si c'est un cancer du sein qui arrive des 2 côtés, donc un cancer du sein bilatéral dans les 2 seins, soit en même temps, soit l'un puis l'autre. Et puis parfois, c'est l'association d'un cancer du sein avec un autre type de cancer, et en particulier les cancers de l'ovaire, qui forment ce qu'on appelle un spectre de prédisposition, et où en fait ça marche ensemble en génétique. Quand on a les 2 dans une même famille ou chez une même personne, ça doit faire penser à une prédisposition. Donc ça peut être chez la même personne, ça peut être dans sa famille, c'est pour ça que c'est important qu'on ait une vision complète de ce qui se passe dans les familles. Et donc quand il y a ces situations-là qui sont généralement repérées par les oncologues, les gynécologues, eh bien les gens sont adressés vers une consultation d'oncogénétique où on va leur expliquer un peu ce qu'on peut leur proposer. Alors, je vous disais, les cancers du sein, c'est fréquent. Ici, alors en génétique, les ronds, on représente les familles avec des ronds et des carrés. Les ronds, c'est les femmes, les carrés, c'est les hommes. Et donc là, vous avez une mère et sa fille qui ont toutes les 2 développé un cancer du sein, l'une à 55 ans, l'autre à 65 ans. Mais en fait, le cancer du sein, c'est une femme sur 10 en moyenne. Donc quand vous avez vous-même un cancer du sein, il y a une chance sur 10, entre guillemets, un risque sur 10 que dans votre famille, quelqu'un d'autre en ait un. Et c'est pas forcément héréditaire, ça peut juste être pas de chance, quoi. Et donc, par exemple, cette histoire-là, elle ne fait pas penser à la génétique. Alors que, mais on sait quand même que l'histoire familiale, c'est un marqueur. Et là, je vous ai mis ce qu'on appelle les risques relatifs, c'est-à-dire le facteur multiplicateur qui va multiplier le risque s'il y a une histoire familiale. Quand on est une fille et qu'on a une maman qui a eu un cancer du sein, on a 1,8 fois plus de risque qu'une autre femme de la population générale. Quand on a une mère et une sœur, on a presque 3 fois plus de risques que quelqu'un de la population générale. Et quand on a une mère, 2 sœurs, presque 4 fois. Donc plus l'histoire familiale est sévère quand même, plus c'est un marqueur qu'il se passe quelque chose sur le plan héréditaire. Alors, il y a plein de facteurs de risque autres que génétiques, hein, et on parle de différents types de risques. On parle du risque de la population générale, donc je vous disais à peu près 10% pour une femme qui vivrait jusqu'à plus de 70 ans. Et puis, on a des risques qui vont jusqu'à x2, on parle de risques modérés. Ensuite, entre 2 et 4 de risque élevé, x2 à x4. Et puis, quand on est au-delà de 4, on arrive dans le risque très élevé, et c'est les fameuses prédispositions héréditaires, dont les gènes BRCA1 et 2, dont on a déjà un petit peu entendu parler. Alors, ce qui donne des facteurs de risque un peu modérés, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, l'âge auquel on a eu ses premières règles, le fait d'avoir eu une première grossesse tardive, l'allaitement, la sédentarité, l'alcool, enfin il y a des choses qu'on maîtrise plus ou moins là-dedans. Il y a aussi dans les risques modérés le fait d'avoir une densité mammaire élevée, on en a parlé juste avant de la densité mammaire, donc après la ménopause, des lésions atypiques dans les seins qui ont été dépistées par les examens précédents par exemple, et puis des combinaisons de génétique dont je vais vous reparler après, qu'on appelle les gènes à risque polygénique. Les antécédents familiaux de cancer du sein, et le fait d'avoir eu des irradiations thoraciques, les fameux gènes BRCA1 et 2. Et pour vous donner une idée du risque, je vous ai mis la courbe en fonction de l'âge. Quand on est porteuse d'une mutation, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, je l'ai pas. Bon, quand on est porteuse d'une mutation BRCA1 et 2, ou 2, en fait, au lieu d'avoir un risque à 10% quand on arrive vers 70 ans, on a un risque à 70%. Donc c'est vraiment beaucoup plus élevé. Et ça commence plus jeune, puisque vous voyez que les courbes, elles commencent à monter à partir de l'âge de 30 ans.
Alors, je vous montre un peu un exemple d'une famille assez typique qui arrive en génétique. En fait, c'est la jeune femme avec la flèche là, qui arrive en génétique adressée par sa gynécologue, parce que dans sa famille, il y a des cancers du sein. Chez sa maman à 48 ans, un cancer de l'ovaire, chez une tante à 50 ans, chez des cousines, un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, une histoire familiale qui est quand même assez chargée. Et donc la gynécologue qui l'interroge dit quand même ça serait bien de faire un point en génétique. Et pourtant cette dame quand elle va venir on va dire ah mais en fait je ne vais pas vous tester, je ne vais pas vous proposer de test parce que pour faire les tests dans une famille il faut commencer par quelqu'un qui a eu un cancer. Parce que c'est là où on a le plus de probabilité de trouver quelque chose. Et donc on va lui demander de contacter sa cousine qui est encore en vie là, qui a le cancer de l'ovaire, je ne sais pas si vous voyez. Hop, j'ai plus de pointeur, mais voilà. Et de lui demander si elle, par hasard, elle n'aurait pas déjà eu une analyse génétique. Parce qu'en fait, dans une famille comme ça, c'est probablement ce qui s'est passé. Et en fait, alors ça montre un peu que quand on parle de génétique, ça veut dire qu'il faut que l'information, elle circule dans les familles et que ça fait bouger un peu les choses. Et effectivement, sa cousine lui apprend qu'elle a eu une analyse et qu'on lui a trouvé une mutation BRCA1. Et quand on a cette information, bien sûr qu'on peut faire un test chez notre patiente. Et on va s'apercevoir que donc, cette mutation BRCA1, en fait, la cousine en est porteuse, la maman en était porteuse, la maman de notre patiente l'avait probablement, et elle a donc un risque sur 2. Pourquoi un risque sur 2? Je vous ai montré les gènes, on les a toujours en double, on en a un qui vient de chaque parent. Et en fait, du coup, là, il y a la mutation qui se balade sur une copie, mais il y a aussi une copie normale. Ce qui fait que la maman de cette dame, elle avait une de chaque, elle a 50% de risque de transmettre à sa fille l'anomalie génétique. Donc on peut faire le test, et elle n'est pas porteuse, et là, elle va pouvoir retrouver le risque de la population générale, qui n'est pas 0, qui est de 10%, mais on n'a pas besoin de la surveiller comme quelqu'un à très haut risque. Et puis ça permet aussi de tester les autres personnes de la famille, ce qu'on a fait, et en particulier, vous voyez, elle avait une tante qui avait eu un cancer du sein à 81 ans, donc c'est un âge plus tardif, et qui n'est pas porteuse en fait de l'anomalie, ce qui montre bien qu'on peut ne pas être porteuse, mais quand même avoir le risque de la population générale, et il faut quand même faire le dépistage de la population générale. Alors, en fait, il n'y a pas que BRCA1 et 2. BRCA1 et 2, c'est les gènes historiques, ils ont été découverts en 1994 et 1995, mais maintenant, il est recommandé de regarder 13 gènes qui sont responsables d'une augmentation du risque de cancer du sein et de l'ovaire. Et donc, voilà, c'est des gènes qui sont faits maintenant dans tous les laboratoires en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve que quelqu'un a un très haut risque à cause d'une prédisposition génétique? On fait une surveillance, donc je ne vais pas revenir sur l'imagerie parce que vous en avez entendu parler, mais on fait des mammographies, on fait des IRM parce que c'est des femmes à haut risque et qu'on les surveille jeunes et que souvent quand elles sont jeunes, elles ont des seins très denses, donc l'IRM c'est un très bon examen. On commence à 30 ans, je ne rentre pas dans les détails, et on peut proposer de la chirurgie préventive. Alors on peut proposer de la chirurgie préventive pour les seins, donc des mastectomies. On appelle ça prophylactique, on enlève la glande mammaire, ce n'est pas les mêmes techniques chirurgicales tout à fait que quand il y a un cancer, on ne touche pas aux ganglions, etc. Ça, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est une possibilité, l'autre alternative étant la surveillance avec l'IRM, etc. Là où on est un peu plus insistant sur la chirurgie, c'est pour les ovaires, parce qu'il y a un risque de cancer de l'ovaire dans ces histoires, en particulier BRCA1 et 2, qui est important, et on n'a pas de bon examen de dépistage efficace pour le cancer de l'ovaire. Donc là, on va proposer pour les femmes qui ne veulent plus d'enfants et qui ont dépassé les 40-45 ans, d'enlever les ovaires pour éviter un cancer de l'ovaire. Alors, ça sert aussi pour la famille. Je vous disais au début, une des grandes questions, une des grandes remarques des femmes qui viennent en génétique, c'est de dire « c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants » en fait. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on trouve une anomalie génétique, du coup, il faut passer l'information dans la famille. Et quand je dis « il faut », c'est que c'est même la loi qui dit qu'il est important de diffuser l'information pour les gens concernés. Ça va permettre de ceux qui le souhaitent de faire le test génétique, de les rassurer et de les remettre en surveillance comme la population générale s'ils ne sont pas porteurs, mais ça va aussi permettre de surveiller de façon efficace les personnes qui sont porteuses. Et dans cette famille, par exemple, alors vous voyez c'est un peu particulier, le monsieur qui a fait le test, en fait c'est un homme, donc les cancers du sein chez l'homme, ça existe et ça fait penser à des formes génétiques. Et donc c'est lui qu'on appelle le cas index, c'est le premier qui a fait l'analyse dans cette famille. Il était porteur. Et donc, il a prévenu sa sœur, son frère, ses cousines, puisqu'on pense que ça vient de sa maman. Et effectivement, ça arrive jusqu'à ses petites cousines qui ont pu faire le test, dont une est porteuse et pas l'autre.
Et donc, évidemment, on adapte la surveillance à ces résultats-là. Alors, ça a l'air simple comme ça, et c'est inscrit dans la loi pour dire que c'est important d'en parler, mais ce n'est pas toujours facile de soi-même informer les membres de la famille que parfois on n'a pas vu depuis longtemps. Donc nous, on a des procédures, des documents pour aider un peu les gens, puis on peut faire ça un peu en prenant son temps, mais c'est quand même important de passer l'information. Alors, parfois, on a des familles comme celle-ci, où il y a donc une jeune femme qui a eu un cancer du sein à 37 ans, une maman qui a eu une tante qui a eu un cancer du sein à 48 ans, une autre un cancer de l'ovaire, enfin vraiment une famille assez typique, mais on ne trouve rien quand on fait des analyses. Et ça, en fait, c'est assez fréquent. On trouve une anomalie dans 15% seulement des familles qui sont explorées en génétique. Et ben, quand on trouve rien, on surveille quand même, comme s'il y avait une anomalie génétique, et on continue à chercher. Et donc, on peut faire plein de choses maintenant en génétique, et en particulier, on peut faire ce qu'on appelle des exomes ou des génomes, où en fait, on va regarder tout le patrimoine génétique d'une personne. Ça se fait dans le cadre d'un plan qui s'appelle le plan France Médecine Génomique. C'est du diagnostic, hein, c'est pas de la recherche. Mais soyons honnêtes, on le fait depuis, le plan c'est 2025, donc 2020-2025, on le fait. On trouve quand même assez rarement d'explications, mais par contre on trouve souvent ce qu'on appelle des données non sollicitées, c'est-à-dire qu'on cherchait une explication au cancer du sein, on trouve autre chose, mais on ne trouve pas l'explication du cancer du sein. Donc plus on cherche large, plus on a un risque de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Et puis on trouve des variants de signification inconnues. Et ça, les variants de signification inconnues, c'est vraiment un peu le cauchemar, à la fois pour nous les généticiens, mais aussi pour vous les patients, parce que ce sont des variations génétiques qu'on ne sait pas classer. Alors le classement, je vous l'ai mis là sur cette espèce de petite balance, ça va, quand on trouve une variation dans notre ADN, en fait on est tous différents, donc on a tous des variations dans notre ADN, et ça, on les classe de 1 à 5. 1 et 2, c'est bénin, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on est tous différents, mais ça ne donne pas de maladie. 4 et 5, c'est pathogène ou probablement pathogène, ça va être responsable d'une prédisposition. Et puis il y a un gros paquet au milieu qu'on appelle les variants de signification inconnue, qui sont la classe 3, et dont on ne sait pas de quel côté ils penchent. Et donc, quand on a cette information, en fait, on ne peut pas s'en servir pour prendre des décisions médicales. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Ça peut évoluer parce qu'il y a pas mal de recherches et de collaborations pour classer ces variants, mais au moment où on l'a, on ne peut rien en faire. Et on a des histoires un peu dramatiques de patientes, alors beaucoup aux États-Unis, parce qu'ils font beaucoup de chirurgie préventive, qui, sur un variant de signification inconnue, vont très très vite à la chirurgie préventive, et puis après, il est reclassé, en fait, il était bénin, et en fait, c'était rien. Donc, et sur le petit graphique de droite, en fait, vous avez la proportion de variants BRCA qui sont trouvés au cours des années. En rouge, ce sont les mutations. En gris, ce sont les variants de signification inconnue. Donc, on en trouve plus que des mutations, que des variants pathogènes. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est quotidien, quoi. Donc il ne faut pas s'affoler si on en a un, c'est pas grave, mais il y a des équipes qui travaillent dessus pour essayer d'en savoir plus. Alors on fait aussi, maintenant, sont en train d'arriver l'utilisation de ce qu'on appelle les gènes à effet modéré. Donc en fait, il y a des gènes comme BRCA1 et 2 que je vous ai mis en rouge qui sont vraiment des gènes à haut risque. Et puis il y a ces gènes du milieu qui sont assez fréquents, dont les anomalies sont assez fréquentes dans la population générale, mais qui vont augmenter le risque de cancer du sein d'un facteur 2 ou 3, donc ça reste modéré. Et ça, on ne sait pas très bien comment s'en servir pour l'instant, c'est plutôt de la recherche. Et puis il y a tous ces gènes-là qu'on appelle des SNP, en fait, qui sont très fréquents en population générale, mais qui tout seuls augmentent le risque de façon infinitésimale. Et c'est quand on les combine entre eux qu'on peut avoir un score de risque plus élevé ou pas. Et vous voyez sur la droite que finalement, quand on regarde ça s'appelle un PRS, ce score de risque polygénique, et en fonction de la combinaison de ces facteurs-là, on peut passer de 3% de risque de cancer du sein, qui est moins que la population générale, donc avoir des facteurs protecteurs, à plus de 30% sans avoir de mutation BRCA, juste parce qu'on a le mauvais PRS, entre guillemets, celui qui donne plus de risques. Et donc l'idée, c'est comment on utilise ça en pratique, donc c'est encore de la recherche, mais c'est en train d'arriver en clinique. Et en particulier, il y a des outils
qui permettent d'estimer de façon individuelle les risques. C'est un outil qui s'appelle Canrisque et qui est en ligne, hein, qui est accessible à la communauté, où on va intégrer différents facteurs de risque. Non seulement ces fameux PRS, là, mais aussi l'histoire familiale, le résultat des analyses génétiques, la densité mammaire, l'âge des premières règles, le nombre de grossesses, le poids, la taille, enfin plein de facteurs pris isolément qui peuvent moduler le risque. Et ça donne ça. Je vous ai mis un exemple, ça c'est une jeune fille, elle a 25 ans. Elle a 0 histoire familiale, 1m60, 50 kg, elle ne boit pas d'alcool, elle a eu ses premières règles un peu tard, à 15 ans. Elle a un risque à 80 ans de 10% de cancer du sein. Ça c'est avec le logiciel, ce qui est logique, hein, c'est le risque classique. Si je lui rajoute 2 verres de vin par jour, des premières règles un peu plus jeunes à 10 ans, et elle a pris la pilule un peu, elle passe à 12%. Donc ça, c'est les facteurs qui modulent un petit peu le risque. Maintenant, si je lui rajoute une maman et une grand-mère qui ont eu un cancer du sein, donc là, on parlait de l'histoire familiale tout à l'heure, le logiciel me dit, ah ben là, elle a 18% de risque. Donc on est quasiment x2 rien qu'avec l'histoire familiale. Et puis, si je rajoute sa maman qui a fait un test génétique, chez qui on a trouvé aucune anomalie dans les gènes à très haut risque, mais une anomalie dans un gène à effet modéré. Elle fait le test, elle est porteuse de cette anomalie dans le gène à effet modéré. De 18% qu'elle avait juste avec son histoire familiale, elle passe à 30%. Donc là, on arrive dans des risques qui sont quand même élevés, où on peut prendre des décisions éventuellement de chirurgie, etc. Et si la même situation, mais elle n'est pas porteuse, par contre, du coup, elle garde quand même un risque relativement élevé parce qu'elle a quand même une histoire familiale. Et donc pour terminer, on se dirait, bah super, il faut utiliser ces gènes à effet modéré. Mais maintenant, je refais la même chose et je rajoute le PRS. Le PRS, c'est-à-dire qu'elle est porteuse du gène à effet modéré, mais elle a un PRS, c'est-à-dire des facteurs génétiques autres qui sont protecteurs. Bah, son risque, il redescend même plus bas que juste avec l'histoire familiale, il est à 16%. Alors que par contre, elle n'est pas porteuse du gène à effet modéré, mais elle a un PRS défavorable, elle monte à 33%. Alors vous allez me dire, on n'y comprend plus rien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a l'air simple au départ, mais il faut prendre en compte beaucoup de facteurs pour pouvoir donner une estimation de risque individuelle valable. Parce que de cette estimation de risque va découler des recommandations de prise en charge, etc. Et qu'on veut essayer de ne pas faire n'importe quoi. Et je ne vais pas aborder l'épigénétique parce que l'épigénétique, c'est hyper compliqué. C'est tout ce qui est autour de l'ADN et c'est trop court, mais on peut en parler si vous avez des questions après. Il y a pas mal de choses aussi qui se font entre les gènes, l'environnement. Et donc finalement, ce qu'on veut continuer à faire, c'est de faire des analyses génétiques les plus complètes possibles, qui donnent des informations pertinentes et qu'on peut essayer de vous faire comprendre pour que vous puissiez ensuite prendre des décisions, vous et vos médecins. Donc je vous remercie.